Bien, bonjour, nous sommes ce mardi 12 janvier pour redémarrer les rencontres des Gobelins avec, dans cette thématique des arts décoratifs de la table. Aujourd'hui, parmi nous, deux intervenants qui vont débattre. Et puisqu'on finalement on sort d'une période festive, on va pouvoir y retourner une partie cet après-midi. La table, c'est tout un art. Nous aurons aujourd'hui le plaisir d'accueillir d'abord Thierry Villiotte, puis Solène Livolzi. Mais tout d'abord, Thierry Villiotte, que je présente brièvement, diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris. Vous avez d'abord été consultant chez Andersen Consulting, différentes activités dans un conglomérat regroupant différentes activités de la banque, de l'assurance et d'autres activités de service de l'industrie. Vous avez surtout été une fonction peut-être plus pétillante, pardonnez-moi cet excès, de président d'une société de champagne, et puis un passage après dans un groupe de transport logistique. Dieu sait si l'actualité peut-être mériterait qu'on vous accueille pour nous aider à tous ces travaux de logistique que la France à laquelle la France doit faire face en ce moment. Mais plus sérieusement, vous avez travaillé pendant 13 années aussi auprès de Guy Degrenne, enfin pour la compagnie Guy Degrenne, dont 8 ans à la présidence du directoire. Je pense que c'est cette expérience qui vous a permis par la suite d'accéder à la Confédération des arts de la table et d'en être le président depuis 2017, si je ne me trompe pas. Vous êtes comme ça un véritable défenseur et promoteur des arts de la table et donc de la gastronomie française et une illustration de notre culture et de cet aspect essentiel de notre culture, notre art de vivre. La table, c'est tout un art. Vous allez maintenant nous faire une communication, nous proposer une communication sur les arts de la table au service du repas à la française, ou du repas gastronomique des Français, qui a été inscrit, chacun le sait, il y a exactement 10 ans, et histoire et défi d'un secteur de la culture et également de notre certaine industrie. Merci, à très bientôt, à tout de suite. Merci, je vais essayer de vous présenter un petit peu une histoire de l'art de la table et comment l'art de la table a accompagné les évolutions sociologiques en France et a participé à la création, effectivement, de ce fameux repas gastronomique des Français qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 10 ans. Parce que quand on parle de repas gastronomique des Français, c'est un ensemble. On parle beaucoup de la gastronomie parce que nos chefs sont mondialement connus, qu'ils ont poussé l'art de la gastronomie au sommet, mais le repas gastronomique, c'est beaucoup plus que ça. C'est un état d'esprit, c'est un art de vivre, et ça intègre en particulier l'art de la table, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contenu sans contenant. Donc l'art de la table est un des éléments de ce repas gastronomique des Français. Pour bien comprendre, il faut un petit peu d'histoire et revenir en arrière et redécouvrir l'art de la table à la période royale, parce que c'est là que naît le véritable art de la table à la française. Je vous fais découvrir une petite vidéo. C'est plus facile à comprendre que de m'écouter parler. Héritiers de siècles d'histoire et de savoir-faire, les arts de la table français sont en constante évolution depuis le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est très surprenant quant à son art de la table, parce que l'assiette n'existe pas. Donc on a des tailloirs et des tranchoirs, c'est-à-dire que au mieux c'est une planche de bois que chaque convive a devant lui, sur lequel repose une tranche de pain assez épaisse et sur lequel il dépose les aliments. À la table d'un roi, d'un prince, ça ne sera pas une planche de bois, ça sera de l'or, de l'argent. C'est la monarchie qui a fait évoluer tout ça, parce que bien entendu la monarchie a le pouvoir, la richesse, et doit montrer un exemple, donc que l'on est capable d'avoir des usages et de dresser les tables les plus belles et les plus riches, bien entendu. Louis XIV a poussé à l'extrême le raffinement de l'art de la table. On a eu la chance en France d'avoir des hommes puissants, alors rois ou pas,
puisqu'il y avait les rois, mais il y avait aussi des ministres, enfin ceux qui faisaient office de ministres à l'époque, qui se sont passionnés pour ces produits. Et c'est comme ça que la France est devenue très riche dans le sujet. Ils se sont battus pour qu'on ait en France des productions de manufacture royale. C'est comme ça qu'on a été à l'excellence. Et cette excellence s'est entretenue au fur et à mesure du temps, tout simplement parce que c'est les cours étrangères qui les ont fait vivre. Une fois que les cours françaises sont devenues moins importantes, les cours étrangères ont pris. Alors ça a été les colonies d'abord, et puis maintenant c'est tous les pays du monde. Alors vous l'avez compris, l'art de la table a été poussé par les rois, mais ils ont créé l'étiquette, plus que créer des produits. La France a créé très peu de produits. La fourchette, alors, écartons tout de suite, la fourchette n'est pas un produit italien. Il a été introduit par les Italiens en France. Mais ce sont les Byzantins qui l'ont créé. Nous, modestement, grâce à Richelieu, nous avons inventé le couteau de table. C'est tout. C'est la seule pièce d'art de la table que nous ayons véritablement inventée. Le cardinal de Richelieu en avait assez de voir ses convives qui se curaient les dents avec leur couteau, qui à l'époque était pointu. Et donc il a imposé un bout rond. Et c'est comme ça qu'est né le couteau de table. Le roi, tout de suite, s'est emparé de cette invention parce qu'il a compris qu'en termes de sécurité, c'était plus facile d'avoir à sa table des couteaux à bout rond que des couteaux à bout pointu. Par contre, l'art de la table est allé très loin. On pourrait parler de la saga, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, la saga de la porcelaine française. Là aussi, la France n'a pas inventé la porcelaine, c'est une invention chinoise, 3 siècles avant notre ère. Nous découvrons en Europe la porcelaine grâce à Marco Polo, qui nous a ouvert les yeux sur cette création, qu'on a trouvée admirable. On ne comprenait pas très bien comment c'était fait. On pensait d'ailleurs que c'était fait avec un coquillage qui s'appelait le porcelaine, d'où le nom actuel de la porcelaine. Au XVe siècle arrive la mondialisation. Alors ça fait sourire quand on parle aujourd'hui de mondialisation. La mondialisation, elle date de la fin du début du XVe. C'est Vasco de Gama qui ouvre des voies commerciales et on commence à importer dans les cours royales de la porcelaine de Chine. Ce sont des vases, c'est de la vaisselle, mais tout ceci coûte une fortune. Alors se pose la question, pourrait-on fabriquer de la porcelaine en Europe? On commence à chercher, et puis il s'avère que le prince de Saxe, lui, il poursuit autre chose. Il est persuadé qu'on peut transformer l'argent en or. Alors pour cela, il fait appel à un jeune alchimiste qui a 20 ans et il lui demande de chercher comment on peut modifier, transformer l'argent en or. Ce pauvre alchimiste ne travaille pas d'arrache-pied et le prince de Saxe lui dit « Écoutez, c'est simple, je vais vous enfermer dans ma prison, dans la ville de Meissen, dans l'actuelle Allemagne. » Et là, à ce moment-là, ce pauvre alchimiste n'a pas d'autre solution que de travailler et de chercher comment il pourrait transformer l'argent en or. Il bute sur quelque chose, c'est qu'il a compris que l'or étant jaune, c'est probablement la chaleur qui lui donne cette couleur. Et donc il se dit, je vais chauffer l'argent, je vais le chauffer à très haute température. Malheureusement, tous les creusets qu'il utilise explosent à la chaleur. Et donc il lui faut absolument trouver des creusets qui vont tenir à la chaleur. Et il fait quelques recherches, il utilise différents matériaux, il crée différents composants, il les mélange, il teste, il essaye, et il découvre un jour un creuset qui tient à la chaleur. Et il comprend que c'est en ayant ajouté un additif dans sa composition, qui est une poudre blanche. C'est cette poudre blanche qui a fait que son creuset est devenu extrêmement dur, extrêmement résistant. Il a découvert, sans le savoir, le secret de la porcelaine. Par contre, il n'a pas découvert le secret de la transformation de l'argent en or. Et ça, on attend toujours. La France, découvrant ça, est folle de rage. Alors, du coup, la cour royale envoie des espions en Chine. Un brave père jésuite qui est envoyé en Chine avec comme mission de pénétrer les milieux impériaux, intellectuels et surtout industriels pour essayer de comprendre le secret des Chinois pour la fabrication de la porcelaine. Ce brave père fait un rapport parce qu'il a compris à la fois les modes de production et il a compris qu'il faut intégrer dans le matériau une poudre qu'il appelle le kaolin.
1760, Madame de Pompadour a bien effectivement les comptes rendus de ce bon père, mais elle ne voit pas très bien comment on peut faire parce qu'elle ne comprend pas ce que c'est que cette poudre, le kaolin. Donc elle décide d'envoyer des espions en Allemagne. Alors je pourrais vous en parler, c'est un vrai roman d'espionnage. On envoie des espions en Allemagne, il y en a qui sont tués, il y en a qui tombent amoureux, il y en a qui trahissent. Toute une histoire. Les espions ne ramènent pas le secret découvert par les Allemands. Et tout à fait par hasard, en 1768, à Limoges, on découvre une carrière dans laquelle il y a une poudre blanche. Cette poudre est présentée à un antiquaire de Bordeaux qui fait tout de suite le lien avec ce fameux kaolin qui a été présenté par le père jésuite. L'État s'en empare. La carrière de Limoges est dédiée exclusivement à la manufacture royale de Sèvres, qui commence à produire la première porcelaine française. L'intendant Turgot, qui est intendant de Limoges, comprend quand même assez rapidement qu'il a là un trésor et qu'il peut développer toute l'économie de sa région de Limoges. Et avec l'autorisation du roi, il autorise l'ouverture des premières manufactures royales à Limoges. Nous sommes en 1771, c'est le début de la grande saga de la porcelaine de Limoges. Grande saga qui va se développer grâce à un homme qui s'appelle Robert Aviland, qui est le premier qui va industrialiser la production de la porcelaine, en particulier en créant un four dans lequel il peut cuire 2000 assiettes en même temps. Et un petit peu plus tard, son fils David, lui, va trouver quelque chose totalement révolutionnaire. En 1884, il va découvrir la chromolithographie. Alors concrètement, c'est quoi? Eh bien, pour industrialiser, plutôt que de peindre à la main les assiettes avec des matériaux précieux, avec de la peinture, il a inventé ni plus ni moins que le décalcomanie. C'est la technique qui est utilisée aujourd'hui dans le monde entier pour décorer les assiettes. La consécration de la porcelaine de Limoges, après toutes ces inventions, 1925, l'exposition universelle des arts décoratifs, où très officiellement, Limoges est déclarée capitale mondiale de la porcelaine. Donc on n'a pas inventé la porcelaine, mais on a su prendre, grâce au pouvoir public de l'époque, le leadership et qui s'est continué pendant des années. Mais revenons un peu en arrière. Après cette grande saga sur la porcelaine, nous avons vu que les rois ont créé l'étiquette, ont créé le repas, et la Révolution va mettre à bas tout ça, mais va obliger l'art de la table à évoluer, et ça va être, on va dire, la deuxième grande phase de l'art de la table. Le modèle monarchique va bientôt perdre de son influence. En 1789, la Révolution française renverse le régime. La société connaît de grands bouleversements. La Révolution révolutionne elle aussi l'art de la table, c'est-à-dire que la plupart des aristocrates émigrent, mais ils n'emmènent pas avec eux toute leur domesticité et notamment leurs cuisiniers. Ils ont un savoir extraordinaire, donc ils vont l'utiliser et ils vont ouvrir des restaurants. Les restaurants ne peuvent plus servir ce qu'ils servaient à la table des grands seigneurs, par exemple, où on apportait 10, 15 plats à la fois, puisqu'il y avait une domesticité énorme. Le service appelé à la russe remplace le service traditionnel, et ce sont les restaurants qui portent la culture du recevoir. Au XIXe siècle, naît un autre type d'établissement. Après les restaurants qui sont nés de la Révolution, apparaissent au XIXe les palaces avec là aussi des tables extraordinaires qui vont être recréées puisqu'ils s'adressent à des gens immensément riches. Donc là, ça rebouleverse à nouveau les arts de la table, à la fois dans leur présentation, puisque là, on ne parle plus de domesticité, bien entendu, mais on a beaucoup de personnel pour servir à table. Ces palaces vont demander à leur tour à tous les orfèvres, à tous les porcelainiers, de créer des services réservés à leur maison et vont à leur tour magnifier les arts de la table grâce à ça, à la fois dans les plats qui sont d'un raffinement extraordinaire et dans leur présentation. C'est la naissance du restaurant, effectivement, et qui va porter
très haut la gastronomie et l'art de vivre à la française. Mais revenons une minute sur ce qui vient d'être dit. On abandonne le service à la française pour le service à la russe. Alors concrètement, le service à la française, c'était quoi? On amenait sur la table, alors vous avez un menu du roi à l'écran avec 7 services, et à chaque service, par exemple les entrées, on amène 10 plats différents sur la table. Et les serveurs découpent, font des parts et servent les différents convives. Il y a un énorme inconvénient à cela, c'est que le service est extrêmement long. Et au moment de commencer à déguster, tout est froid. C'est pour ça que les restaurants ont créé ce service dit à la russe, où les parts sont découpées en cuisine et sont amenées sur des plateaux permettant de servir les convives beaucoup plus rapidement. Pour les industriels, pour les fabricants, pour les artisans de l'art de la table, c'est une révolution puisqu'il faut créer des nouveaux plats de service, des couverts de service, autant de sujets qui n'existaient pas ou peu. Et puis, ça a une autre implication, c'est que les centres de table deviennent libres et apparaît à ce moment-là tout un artisanat sur la décoration de table, sur des pièces qui sont en orfèvrerie, qui sont en porcelaine, qui peuvent être en verre, qui peuvent être même en glace dans certaines grandes réceptions. Donc cette phase post-révolutionnaire est une grande évolution, c'est la deuxième grande évolution de l'art de la table. Mais une troisième évolution arrive déjà avec l'ère industrielle. La création du palace coïncide avec l'apogée de la bourgeoisie. Avec elle, la tradition est bousculée, l'habitat et les modes de vie évoluent, tandis que la révolution industrielle est passée par là. Au XIXe siècle, la salle à manger prend une très grande importance. Elle existait déjà dès le XVIIe siècle. On trouve des plans de châteaux où déjà la salle à manger est installée. Au XVIIIe siècle, elle commence à être beaucoup plus utilisée parce que c'est le siècle de l'intimité. Les gens veulent être entre soi et ne pas avoir toute cette domesticité autour. Et le XIXe siècle va continuer, mais en utilisant cette salle à manger à chaque fois que l'on reçoit. La table est fixe, c'est un meuble meublant qui existe et qui est là. Et il y a tout un savoir-faire autour de ça, notamment pour tout le linge qui va se mettre aux dimensions des tables. Et il y a aussi toute une plâterie, tout un arsenal d'accessoires qui va apparaître avec des matières qui sont de qualité, mais qui sont produites en grande série et donc à moins. Et oui, à partir du moment où, effectivement, la salle à manger, le repas se prend dans la salle à manger, donc chez les particuliers, se pose une problématique. Il faut équiper des quantités de foyers. Il y a une problématique de volumétrie. Il faut produire de plus en plus et il faut produire à des coûts qui sont de plus en plus bas pour pouvoir équiper le plus de foyers possible. Et là, nos Français, nos industriels français rivalisent d'imagination. Je vais prendre 3 exemples qui sont emblématiques parce que ce sont des exemples qui ont révolutionné l'art de la table dans le monde entier. Mon premier exemple, c'est la maison Christophe, orfèvre, mondialement connue déjà à cette époque, qui fait des couverts en argent massif, en or, en vermeil. En 1942, Christophe dépose un brevet sur une technologie totalement nouvelle, le métal argenté, qui est fait grâce à l'électrolyse. On peut déposer une fine couche d'argent sur un couvert en maille-short, donc c'est un alliage de fer. Moins d'argent sur le couvert, un prix qui est moindre, des productions qui peuvent augmenter et une diffusion de l'art de la table, je ne vais pas dire dans tous les foyers, mais en tout cas beaucoup plus large que les couverts d'orfèvrerie en argent massif. Deuxième petit exemple, 2 ans plus tard, M. Guy de Graine, à la fin de la guerre, comprend qu'un matériau totalement nouveau qui a été utilisé par les Américains pendant la guerre, qui est l'inox, l'acier inoxydable, peut être un matériau incroyable pour fabriquer des couverts. Et il a cette idée géniale de commencer à fabriquer des couverts en inox. Il sera imité dans le monde entier et aujourd'hui, l'inox est répandu dans le monde entier et on a un peu oublié que c'est un Français, M. Guy de Graine, qui a inventé cela.
Ça permet une démocratisation, puisque ça remplace des couverts qui étaient majoritairement utilisés par la population avec des matériaux tels que le fer blanc, par exemple, qui avaient des potentialités d'hygiène défectueuses et qui étaient fragiles. Quand ça tombait, ça pouvait se casser. Troisième exemple de ces industriels qui prennent le train de cette industrialisation, le groupe Arc International, ce qui est devenu Arc International aujourd'hui, automatise la production des verres en cristallin. Alors on avait une culture incroyable de création de verres en cristal, en particulier dans l'est de la France. Ça coûte cher, c'est fait à la main. On industrialise le processus dans le nord, dans la ville de Arc, et au lieu de fabriquer un gobelet en 20 minutes, on le produit en 30 secondes. Vous imaginez bien la capacité à baisser les prix et donc à diffuser très largement tous les produits d'art de la table. Voilà 3 exemples d'innovation majeure de nos fabricants français. L'art de la table se réinvente dans cette fin de 19e, début 20e. Il se réinvente et il n'a pas fini de se réinventer, puisque début des années 2000, un tsunami s'abat sur l'Europe, c'est l'ouverture des frontières. La Chine intègre l'OMC, les frontières sont ouvertes, et là, des containers, des bateaux entiers d'art de la table en provenance de Chine se déversent sur le territoire européen, jusqu'à obtenir 70 à 90% de parts de marché en Europe, aujourd'hui, selon les catégories de produits. Il faut que nos fabricants se réinventent. Et ils doivent se réinventer également parce que ce qui était le cœur de leur vente, en dehors des restaurants, c'était la liste de mariage. C'est une liste de mariage qui est historique, c'est la notion de la dot, c'est le trousseau. Et là, on y mettait de l'art de la table de grande qualité. La liste de mariage disparaît à une vitesse phénoménale, disparaît ou se transforme pour comporter des voyages, de l'équipement ménager, des produits électroniques, etc. Pour aujourd'hui, en matière d'art de la table, se réduire à une véritable peau de chagrin. Alors de nouveau, l'art de la table français se réinvente. Et il se réinvente en essayant de capter de nouveaux modes de consommation qui sont aujourd'hui, en 2021, au cœur de notre mode de consommation du repas. Et là, on s'est éloigné du repas gastronomique des Français. Mais c'est ça l'évolution d'une civilisation, c'est l'apparition de l'apéritif dînatoire, quand il n'y a pas de confinement, c'est le brunch, c'est le plateau télévision. Autant de défis pour les arts de la table qui doivent se réinventer avec des pièces de tailles différentes, des pièces qui sont différentes, des pièces qui sont nouvelles. Et puis la salle à manger qu'on a vu être apparue au 19e, qui était ce côté très intimiste, la salle à manger disparaît elle aussi, au profit très souvent de la cuisine américaine. De nouveau un défi, comment l'art de la table peut-il se rapprocher des instruments de cuisson? Et on voit apparaître des produits qui sont à la charnière entre les deux, des cocottes en fonte qui permettent de cuire et que l'on met sans aucun scrupule sur une table, d'abord parce qu'elle est belle, et puis parce que cette frontière entre la cuisine et la salle à manger a disparu. Autre évolution, regardez le développement du mode de consommation du repas à l'extérieur. Et là, on voit apparaître des sociétés nouvelles qui se développent dans des boîtes bento, qui se développent dans des bouteilles isothermes, qui se développent dans des couteaux de voyage ou qui se redéveloppent dans le couteau de voyage parce qu'on est revenu aussi à un repas nomade. Autant d'évolutions qui sont importantes. Et puis, je dirais, il y a une autre évolution très qualitative, celle-là, c'est que les Français sont devenus des vrais fans de décoration. Et toute cette phase de pandémie que nous avons n'a fait que renforcer. Regardez le nombre de titres de presse de décoration qui existent et les tirages phénoménaux de ces journaux. Tous parlent d'art de la table. Certains de nos porcelainiers
rentrent complètement dans cette logique et développent des produits, soit avec des artistes comme Jeff Koons, soit avec des ensembles d'assiettes qui n'ont comme vocation que d'être affichés sur un mur et devenir des articles de décoration. On est rentré dans une autre ère. Et je pense qu'aujourd'hui, la période de confinement a renforcé cette volonté, ce souhait des Français d'avoir des repas dans lesquels on échange, des repas où on se retrouve. Ils ont retrouvé le plaisir de cuisiner, ils ont retrouvé le plaisir d'avoir une belle table. Mais en même temps, ils deviennent exigeants sur le lieu de production des produits qu'ils ont achetés, que ce soit sur la nourriture, mais aussi sur l'art de la table. Et on voit un regain sur les achats de produits fabriqués en France par les fabricants français d'art de la table. On voit poindre également des nouveaux besoins, des contenants en verre qui vont remplacer les contenants en plastique, soit pour garder la nourriture, soit même pour aller acheter en vrac des produits au supermarché. Des nouvelles tendances que les industriels français saisissent aujourd'hui et qui sont des tendances probablement de fond qui vont durer. Alors les Français, les fabricants français s'organisent, se structurent, développent et mettent en avant le Made in France, les labels Origine France Garantie, se structurent avec des défenses du patrimoine, avec par exemple le label de l'identité géographique protégée Porcelaine de Limoges, mais avec le label également Vosges Terre Textile, pour toutes nos belles nappes qui sont fabriquées dans les Vosges. Mais les défis restent entiers, il reste un défi gigantesque, qui est un défi digital, que la profession est en train de prendre à bras-le-corps, qui sera la révolution du XXIe siècle. On a vu, il y avait la période royale, la période post-révolutionnaire, il y a eu la période du XIXe siècle, il y a eu le XXe siècle avec des innovations. Le XXIe siècle apportera quelque chose encore en plus, c'est la digitalisation dans les modes de process, c'est l'arrivée tout doucement de l'usine 4.0 qui va permettre de fabriquer des séries de production extrêmement courtes, qui va peut-être même jusqu'à l'unité. Dit autrement, comment créer un modèle pour chaque citoyen, pour chaque consommateur. Ça, c'est l'usine 4.0. Et l'autre défi, c'est pour la distribution. Comment distribuer des produits d'art de la table via le digital, via Internet. La Confédération des arts de la table œuvre avec l'ensemble de la profession là-dessus et est en train de créer un site Internet de mise en avant de l'art de la table fabriqué en France, avec comme volonté de diriger ensuite les consommateurs vers les boutiques. Et le dernier défi, mais les fabricants français l'ont bien compris, c'est comment se développer à l'international, la gastronomie française, l'art de vivre à la française, le repas gastronomique des Français est extraordinairement bien perçu tout autour de la planète. L'aura de la France dans ce domaine est gigantesque. Et les capacités de nos fabricants à faire rayonner le repas gastronomique des Français est encore à développer très largement. Et je salue les 13 fabricants français qui se sont associés pour développer leur vente à travers un site qui s'appelle La Cachette, qui est dédié aux consommateurs chinois. C'est un retour de l'histoire, et la boucle est bouclée. La France se met à vendre de la porcelaine aux Chinois qui l'ont inventée 3 siècles avant notre ère. Et voilà comment l'art de la table, en permanence, en France, se réinvente à travers les évolutions sociologiques, à travers l'évolution politique et à travers les évolutions technologiques. Voilà le petit parcours que je voulais vous faire découvrir sur cette évolution de l'art de la table. Et je tiens à remercier France Éclat qui nous a confié les vidéos qui ont été présentées. France Éclat est le comité professionnel de développement économique de l'art de la table et qui a développé effectivement de très beaux reportages sur l'histoire de la table. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation à la fois synthétique et pointue des différents enjeux sur l'art de la table. Moi, il y a une question que je me posais sur le modèle français, notamment il y a un autre modèle qui nous concurrence directement, c'est le modèle italien, puisque la gastronomie italienne aussi est un fer de lance, et la gastronomie italienne a inventé, je dirais, le produit et beaucoup moins le contenant du produit, c'est-à-dire la pizza n'a pas besoin d'un plat ou est en carton, donc c'est pas un contenant. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement dans le développement futur cette idée que le plat, ce que l'on mange, doit être accompagné aussi d'un art de la table peut-être plus éphémère, avec des productions, que ce ne soit pas de la céramique, que ce ne soit pas de la porcelaine, que ce ne soit pas du cristal, mais qui soit aussi quand même qualitatif et qui amène le plaisir du regard par son contenant, mais qui, tout en étant, entre guillemets, jetable. Alors je ne suis pas persuadé, parce que les Français ont développé autour de la table, au-delà du produit d'art de la table, l'étiquette, la manière de dresser une table. Et ça reste dans les gènes des Français. Ça n'existe pas en Italie. Alors du coup, il est dans la culture des Français de dire, et excusez-moi cette phrase un peu simpliste, quand c'est beau, c'est bon. On ne retrouve pas cette culture en Italie. C'est bon, point final. C'est même très bon. Mais il n'y a pas la culture qui est autour, et c'est toute la richesse de ce repas gastronomique des Français. Donc, jetable, pas jetable, pour moi, n'est pas le sujet. Oui, bien entendu, il y a un sujet de jetable parce qu'il y a un marché sur les produits jetables. Je vous rappelle que les produits jetables en plastique sont interdits, qu'on est passé sur du bambou, sur des matières différentes. Il y a des fabricants français qui se sont mis sur ce marché. Mais le cœur de marché va rester sur le repas gastronomique des Français, avec le cérémonial qui va autour, même quand c'est un cérémonial du quotidien. Parce que le fait de se retrouver autour de la table, d'échanger, que ce soit en famille, que ce soit en tête-à-tête, en amoureux, tout ça, c'est la culture française. Et c'est indissociable. Il n'y a pas l'art de la table d'un côté, le code autour du dressage de table, la gastronomie de l'autre. Et c'est toute la magie de ce repas gastronomique des Français. C'est vrai, dans ce que vous dites, bon, j'ai un tropisme italien, comme certains le savent, mais par exemple en Italie, l'apéritif n'existe pas. Le moment apéritif, on passe directement à table. Donc c'est vrai que tout le cérémonial de l'apéritif, le champagne avec les coupes, et quasiment n'existe pas. Donc c'est vrai qu'il y a une spécificité à ce niveau-là, mais il développe une production, mais pas tant un art de la table. On voit bien, on va prochainement inviter une marque florentine de l'art de la table, mais il n'y en a quasiment plus, puisqu'elles ont quasiment toutes disparu, tout l'art de la vaisselle notamment, et alors, sauf des objets de design très contemporains, mais il y a une tradition qui s'est perdue en effet. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'était une très belle synthèse et un bel aperçu de cette histoire des arts de la table et effectivement des défis qu'il faut relever. Et moi, je voulais juste intervenir, avoir votre avis sur des prescripteurs importants, probablement, pour la communication, pour la promotion, pour l'achat auprès des familles, puisqu'il n'y a plus de trousseau, comme vous l'avez dit, prescripteurs ou même ambassadeurs, qui sont nos ambassadeurs du repas gastronomique des Français et de la gastronomie française, qui sont les chefs, et on les voit de plus en plus travailler, je crois, étroitement avec des designers, avec des fabricants. Ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur les dialogues qu'il peut y avoir. J'ai en tête, on a fait venir il n'y a pas si longtemps Guy Savoie à votre place, qui nous rappelait le travail étroit qu'il avait avec, j'ai oublié le nom du fabricant, pour sa vaisselle, ou Alain Passard plus récemment. Alors il est très clair que les chefs sont les meilleurs ambassadeurs de l'art de la table, parce qu'ils ont compris depuis très longtemps que l'art de la table, ça fait partie de l'expérience complète dans le restaurant. Ça fait partie de l'expérience, et donc ils sont allés très loin, effectivement, en faisant dessiner des modèles, et presque tous les grands chefs étoilés ont fait dessiner leurs modèles de vaisselle spécifiquement pour leur restaurant. Je note juste que c'est vrai pour les assiettes, ça ne l'est pas pour les verres, ça ne l'est pas pour les couverts, où là, ils ont plutôt la logique d'utiliser des produits qui existent, d'abord parce que c'est beaucoup plus cher
à développer spécifiquement. Et puis parce que c'est moins visible, la visibilité de l'art de la table sur une table, c'est l'assiette. Donc effectivement, ce sont les meilleurs ambassadeurs que l'on puisse avoir. Et ça fait très longtemps qu'ils ont compris que l'art de la table, véritablement, et je reviens sur ces mots-là, font partie de l'expérience à table. Quand c'est beau, c'est bon. Excusez-moi, juste une petite question. Concernant les couverts, est-ce que vous savez à quel moment est apparu le fameux couteau à poisson? Je sais qu'il est revisité parce que justement, par le biais de la cuisine des poissons crus, dans les grands restaurants, ils sont obligés de revisiter le modèle puisque notre modèle traditionnel ne convient pas. Mais à quel moment, qui a décidé ou comment est venue l'idée du fameux couteau à poisson? C'est une colle. Ah, très je suis honnêtement, désolée. c'est une colle. Je ne connais pas l'histoire de tous les couverts. Vous savez qu'aujourd'hui, un modèle de couvert développé par une grande maison, il y a 35 pièces différentes, avec des pièces assez extraordinaires, hein, que ce soit les pinces à asperges. Enfin, voilà, il y a énormément de pièces possibles. Donc je ne sais pas exactement quand est apparu le couvert à poisson. À l'inverse, je peux dire qu'aujourd'hui, voilà quelque chose qui est en train de disparaître complètement. On ne voit plus aujourd'hui de couverts à poisson, y compris dans des établissements de grand prestige. Ça a disparu. Alors il y a des ensembles, parce que le poisson est souvent servi avec une sauce, donc on voit apparaître des couverts qui peuvent être mixtes entre couverts à poisson et spatule pour manger la sauce avec. Voilà, il y a des évolutions là-dessus, mais le couvert à poisson en tant que tel est en train de disparaître, et en tout cas pour le grand public, il a quasiment disparu aujourd'hui, malheureusement. Pour le couvert à poisson, on peut imaginer qu'il est apparu avec une modularité du feu, puisque la cuisson du poisson demande quand même un feu assez maîtrisé, c'est pas comme une viande, donc on peut imaginer que c'est autour de l'invention du four à gaz au 19e siècle, c'est une hyposition, hein, mais j'imagine que c'est à partir du moment où on peut commencer à faire des poissons avec des intensités différentes des sauces et des cuissons, donc on peut vers 1880 ou... J'imagine que c'est dans cette phase qu'on a appelée tout à l'heure la phase intimiste, hein, où on va dans la salle à manger, puisque le couvert à poisson, c'est pour lever les filets soi-même. Alors que juste avant, on était au restaurant et les filets étaient levés par les serveurs. Donc je pense que c'est juste effectivement à cette frange-là qui est au début du 19e. J'imagine que c'est à ce moment-là, mais il faudrait demander à des experts. Hein. Ça dépasse... Et vous évoquiez tout à l'heure la question du verre. Quand est-ce qu'apparaît cette dichotomie entre le verre à vin à l'américaine, c'est-à-dire énorme, on peut mettre la tête dedans, et le verre à la tradition française beaucoup plus fin? C'est de la mondialisation de ces 20-30 dernières années ou... Alors, ce n'est pas une question de mondialisation, c'est toutes les recherches qui sont faites par les œnologues, puisque la taille du verre, sa forme, tout ça... c'est pas fait juste pour être joli, c'est pour répondre à des critères techniques de dégustation du vin. La forme du verre, l'ouverture, qu'elle soit large ou pas large, permet soit l'oxydation, soit d'avoir un geste très ample pour boire, et ce qui envoie le vin sur soit les papilles à l'avant de la langue, soit les papilles à l'arrière. Donc le verre est devenu un produit extraordinairement technique, et de plus en plus technique avec le développement des technologies de l'œnologie, en fait. Hein. C'est toutes les découvertes scientifiques que l'on fait autour de l'œnologie qui font évoluer les verres et qui ont fait évoluer en particulier sur ces verres de très grands contenants. Merci. La table, c'est tout un art. Nous poursuivons cette rencontre des Gobelins du 12 janvier. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Solène Livolzi. Je dois avouer que nous nous connaissons un petit peu, puisque Solène, parmi ses nombreuses missions, a été chargée de la conception scientifique et plus largement de la conception du parcours de visite
de la Cité de la Gastronomie de Lyon, dont le faux départ doit nous rassurer, ne doit pas nous effrayer. Elle devrait bientôt rouvrir. À l'époque, Solène, vous travailliez en lien avec le musée Confluence. Et avant le musée Confluence, vous avez été diplômé à Sciences Po d'un master à Lyon, master en stratégie des échanges culturels internationaux. Vous avez dirigé un centre d'art contemporain. Donc cette exposition permanente, le parcours de l'exposition permanente à la Cité de Lyon, au cœur de l'Hôtel Dieu, et un certain nombre d'expositions, de conceptions et de réalisations d'expositions pour le Louvre, dans sa version Louvre Abu Dhabi. Parallèlement à cela, vous avez mené des activités qui ont lié la gastronomie et les arts, un passage au Royal Monceau, un certain nombre d'accueils d'articles, de rédaction d'articles et de projets donc œno-touristiques. Depuis le mois de janvier, donc c'est-à-dire il y a quelques jours, donc ça nous permet également de vous féliciter pour ce nouveau recrutement fait par la ville de Beaune, puisque la ville de Beaune vous accueille désormais en qualité de directrice de la culture au sein de cette très jolie ville de Bourgogne. Fort de toutes ces expériences, on vous a demandé donc d'intervenir aujourd'hui sur les liens entre art et gastronomie, et plus précisément sur les expressions et les interventions artistiques dans les domaines des arts de la table. Chère Solène, le micro est à vous. Merci. Je suis très heureuse et très honorée d'être présente ce soir, donc malheureusement sans public, mais néanmoins bien entourée. Donc un grand merci aux équipes du Mobilier National Les Gobelins pour votre accueil. Merci également à la Mission française des cultures et du patrimoine alimentaire, Pierre Saner, Jean-Robert Pitt pour leur invitation. Et je suis également en compagnie de Thierry Villotte qui m'a précédée. Donc voilà, on est en petit comité, mais nous sommes très bien. En préambule, je voudrais vous faire part de mon plaisir à vous présenter quelques exemples que j'ai sélectionnés, parce que ces projets en fait vont vraiment permettre de montrer le lien qui existe entre trois domaines qui généralement s'inscrivent plutôt dans une querelle de clochers, en l'occurrence l'art, l'artisanat et le design. Alors souvent, les artistes ont du mal à dire qu'ils font de l'artisanat, les artisans ont du mal à dire qu'ils font de l'art, et les designers, c'est encore autre chose. Et je trouve que les arts de la table ont vraiment cette capacité à les réunir. Donc c'est ce que je vais vous montrer ce soir via quelques exemples, avec des projets très transversaux. Donc j'ai fait des choix qui évidemment ne sont pas exhaustifs au regard du temps qui m'est imparti, mais je vais rester essentiellement sur des artistes occidentaux, alors que nous savons la richesse qu'il peut y avoir en Afrique ou en Asie. Également, je ne traiterai pas l'ensemble des domaines des arts de la table, je vais plutôt me concentrer sur les ustensiles. Et également, je ne ferai pas la chronologie ou la biographie de chaque artiste, mais ils sont nommés dans le PowerPoint, donc vous pourrez les retrouver facilement. Et je préciserai si les collaborations ont eu lieu du vivant ou pas des artistes, et également s'il s'agit d'œuvres d'art, de multiples ou de séries. Voilà le programme. Donc, dans une première partie, je vais reprendre l'histoire là où M. Villotte l'a laissé, donc au XXe siècle. Donc succinctement, quelques références historiques. On commence dans les années 30 avec une artiste que j'aime beaucoup, donc Meret Oppenheim, qui est née en 1913 à Berlin, qui est décédée à Paris en 1985 et qui a une carrière qui est très importante, mais qui reste malgré tout assez confidentielle. Meret Oppenheim, elle n'est âgée que d'une vingtaine d'années, elle a 23 ans en 1936, quand elle crée une œuvre majeure qui va vraiment la propulser sur le devant de la scène du surréalisme. Alors jusqu'à présent, elle fait partie des muses, elle va d'un artiste à un autre, un peu de façon scandaleuse. Et là, avec cette production, donc le Déjeuner en fourrure, elle va vraiment s'imposer comme une artiste à part entière de ce mouvement du surréalisme, en créant des détournements d'objets. Donc on peut également le voir avec une autre œuvre qu'on connaît un petit peu moins, qui est néanmoins très intéressante, Ma gouvernante, qui est l'œuvre du centre, donc également 1936. Et donc en fait c'est tout simplement une paire de souliers de femme, qui est ficelée comme un rôti, qui est posée sur un plateau d'argent. Et vous voyez, elle a même poussé l'objet en mettant des petites papillotes à manchon sur les talons. Donc on a vraiment une métamorphose de l'objet du quotidien en un objet de service, un objet qui peut être posé sur la table.
Un peu plus tardivement, donc dans les années 60-70, elle rend un hommage à Marcel Duchamp avec une œuvre qui a 2 titres, donc soit Bon appétit Marcel, soit la Reine Blanche. Et en fait, il s'agit encore une fois d'objets détournés, car un ensemble de couverts, une assiette, une pièce d'échec, une petite colonne vertébrale de perdrix et un verre. Et tout ça, ça s'intitule Hommage à Marcel Duchamp, parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais Marcel Duchamp était un joueur émérite d'échecs. Il a notamment été champion régional de Haute-Normandie en 1918. Il va créer un jeu spécifiquement, donc un jeu d'échecs qui aurait disparu. La légende raconte qu'il ne resterait que des photographies. Donc Meret Oppenheim va lui rendre hommage avec cette œuvre. Alors, on continue dans les artistes célèbres avec Pablo Picasso. Pablo Picasso, donc, on le connaît en tant que peintre, hein, évidemment, on le connaît en tant que sculpteur, on le connaît en tant que dessinateur, mais c'est également été un grand céramiste. Et je vais vous raconter l'histoire de l'assiette de gauche, qui est assez touchante. Donc, c'est une assiette qui a été faite en 13 exemplaires, qui représente une colombe de la paix. Et en fait, elle a été réalisée à l'occasion du 13e congrès du Parti communiste français, donc le 7 juin 1954. Et pour la petite histoire, donc celle-ci, dont j'ai mis la photo particulièrement, a été offerte ensuite par un membre permanent du PCF à un autre membre dont la fille était née ce même jour. Elle est restée pendant des années, des dizaines d'années dans la famille. Et en 2019, elle est passée en salle de vente. Et donc, elle est estimée entre 15 et 20 000 euros. Et c'est une assiette qui est partie pour 40 800 euros, précisément. Voilà. Autre assiette de Pablo Picasso, c'est l'assiette ronde Valoris. Alors Valoris, le peintre va y passer quelques années, entre 1948 et 1955, et il va travailler avec l'atelier Madura. Donc c'est un célèbre atelier de céramique à Valoris, et il a vraiment une volonté que les œuvres qu'il va produire à Valoris retrouvent une fonction utilitaire. Parce que dans ces années-là, Pablo Picasso est déjà très très reconnu. Et il dira même une petite phrase à André Malraux qui est assez humoristique. Il lui dira « J'ai fait des assiettes, on vous a dit, elles sont très bien, on peut manger dedans ». Autre artiste dans la même mouvance, donc Jean Cocteau. Alors Jean Cocteau, là aussi, artiste multicarte, poète, dessinateur, peintre, cinéaste, dramaturge. Et Jean Cocteau, en fait, il va s'intéresser à la céramique à la fin de sa vie, donc entre 1957 et 1963. Il est décédé en 1963 à Milly-la-Forêt. Et en fait, ce qu'on va retrouver dans la production de céramique de Jean Cocteau, c'est vraiment les motifs qu'on lui connaît. Ce n'est pas autre chose que le travail et l'univers de rêve, l'univers d'héros mythologiques. C'est vraiment l'imagination débordante de Jean Cocteau qu'on va retrouver sur ces assiettes. Et là, celle que je vous ai mise, ce sont des rééditions, parce que donc Jean Cocteau décède en 1963, et en 1983, Reynaud édite 250 exemplaires avec la société Ceta Aubusson d'assiettes, donc de céramique en pâte rose pâle, qui vont du coup être de nouveau rééditées. Et là, 35 ans, 40 ans après, Reynaud continue d'éditer de nouveaux modèles de Cocteau. On passe dans les années 70, rapidement, avec 3 artistes complètement différents. Donc Daniel Spoerry, qui est né en 1930, qui est encore en vie aujourd'hui, et qui est un artiste suisse qui est connu pour ses tableaux de pièges. Alors les tableaux pièges, ce sont ces assemblages d'objets et le fait de passer en fait du plan horizontal, donc de votre table de repas, parce que ça représente souvent des fins de repas, donc les assiettes, les couverts, les fins des aliments, parfois le paquet de cigarettes, et ensuite il va les basculer. Donc une fois qu'il les a collés sur son panneau, il va les basculer, et donc vous allez les accrocher sur votre mur, et vous vous retrouvez donc avec votre panneau de repas à la verticale. Donc on passe vraiment d'une lecture horizontale à une lecture verticale. Alors c'est un enfer pour les conservateurs et les régisseurs, comme vous vous en doutez, en termes d'entretien, de restauration. Mais ce sont des pièces vraiment très iconiques en art contemporain. Ce sont des pièces d'ailleurs qui vont vraiment être une des signatures aussi du nouveau réalisme et du mouvement Fluxus.
Au centre, alors une pièce qui va peut-être faire sourire mon voisin, l'assiette brisée de César. Alors là, on est vraiment dans de la provocation aussi, et en plus, je vais vraiment enfoncer le clou parce qu'il s'agit d'un multiple. Donc il faut imaginer que César en a brisé un certain nombre pour ensuite les disposer de cette façon. Donc César, hein, on le connaît pour ses compressions, on le connaît pour le pouce géant. Il y a d'ailleurs une très belle rétrospective à Beaubourg en 2018. Et César, en fait, il est connu pour travailler avec des matériaux pauvres. Donc il dira « Le marbre de Carrare était trop cher, la vieille ferraille traînait partout. Je suis devenu sculpteur parce que j'étais pauvre. Je travaillais dans une banlieue à Paris où il y avait beaucoup de ferrailleurs. J'ai commencé à utiliser le déchet pour des questions purement de nécessité. J'y ai trouvé toute ma vie. Je me suis exaltée dans ce matériau, dans cette technique. C'est une technique comme une autre. » Donc il va vraiment promouvoir le fait d'utiliser ce qu'on dirait aujourd'hui des matériaux low cost, hein, mais dès les années 60. Donc l'assiette brisée, une fois brisée, va à l'encontre même de son usage de départ et devient œuvre d'art par la multiplicité des morceaux et la nouvelle lecture que César en offre. Le troisième artiste, c'est Armand. Donc Armand qui est également connu pour ses accumulations. Et Armand qui va vraiment, en étant inspiré par le dadaïsme, rassembler des fourchettes, des instruments, des théières. Il est également membre du nouveau réalisme avec Tinguely, avec Yves Klein. Et il va répondre à l'émergence du pop art, notamment avec une critique de la société de consommation. Et j'aime beaucoup cette œuvre parce que c'est un petit peu un pied de nez, hein, la boucle est bouclée, car il s'agit d'une édition faite par les magasins Prise Unique. Donc l'œuvre d'art se retrouve en supermarché. Et donc c'est une série qui s'appelle L'intérieur des choses. Et donc il y a plusieurs objets qu'il a démontés. Donc là vous avez la cafetière, mais il a également démonté un fer à repasser, un téléphone, un transistor. Et ensuite il se servait des objets comme de pochoirs pour réaliser ces lithographies que vous pouviez retrouver chez Prise Unique. On fait un petit saut dans les années 80. Alors, du coup, autre état d'esprit, notamment avec des œuvres de Jean-Michel Basquiat. Donc, Jean-Michel Basquiat, il va vraiment passer du graffiti à la peinture. C'est une étoile, hein, c'est une comète de l'art contemporain. Il est mort à 27 ou 28 ans d'une overdose. C'était un grand ami d'Andy Warhol. Et là, on retrouve un motif très iconique qui est le distributeur de Pez, donc ces petites sucreries, avec sous forme de ce dragon avec une couronne que vous connaissez peut-être même sans connaître, sans savoir que c'est Basquiat, parce qu'on le voit très régulièrement. Et je fais une transition avec l'œuvre d'à côté parce qu'on est sur le même éditeur dont je vous parlerai tout à l'heure, donc avec l'assiette de Keith Haring. Donc Keith Haring, hein, c'est la même mouvance, on est dans les années 80. Dès 86, sur Lafayette Street dans Soho, il va ouvrir son propre magasin, le Pop Shop, dans lequel, avec Andy Warhol, il va vendre des objets qui viennent en fait de ses motifs, de ses œuvres d'art, des t-shirts, de la vaisselle, des affiches, avec toujours cette même idée que l'art vient de la rue et que l'art doit y retourner. Donc il y a vraiment une idée d'accessibilité au plus grand nombre pour l'art. Et donc Ligne Blanche, qui est l'éditeur de ces deux assiettes, de ce plat et de cette assiette, est une société qui a été montée en 2007 et qui en fait a des conventions avec les fondations, donc avec les ayants droit de ces artistes, avec Andy Warhol, avec d'autres, pour leur permettre d'utiliser et de sortir en très grande série des assiettes ou d'autres choses. Ils font des bougies, je crois aussi, avec les motifs un peu iconiques de ces artistes. Donc pour 50 ou 80 €, vous pouvez avoir une assiette chez vous avec un motif d'un grand artiste. On a un peu le pendant français avec la troisième œuvre, avec Hervé Di Rosa. Donc Hervé Di Rosa, hein, et son frère Richard, en 87, ils vont créer la Diro SARL, donc la Di Rosa RL, qui est en fait une boutique, société qui va leur permettre d'exploiter complètement leur image. Donc là aussi, c'est intéressant de voir comment les artistes, parfois, ont pris eux-mêmes à bras-le-corps ces questions de commercialisation et de marketing très tôt, hein, parce que là, on est au milieu des années 80, et ont décidé d'ouvrir des magasins, notamment rue du Renard, rue de Poitou, dans le Marais, où ils vendaient ce type de choses. Et donc là, on retrouve complètement l'univers fantasque, l'univers de dessin animé, inspiré de la bande dessinée, du rock d'Hervé Di Rosa, avec la famille des Renés. Donc les Renés sont des personnages que Hervé Di Rosa a créés et qui sont censés symboliser tous ces êtres intérieurs
qui sont dans l'artiste, voilà, sans filtre, de façon très brute. Donc on se rend compte à travers ces exemples très rapides du XXe siècle qu'on a vraiment affaire à des objets que parfois on connaît, des motifs qu'on a pu avoir l'occasion de rencontrer, parfois même sans savoir qu'il s'agissait d'objets artistiques, et qui sont très typiquement des motifs de la pop culture. Donc comment le motif signature d'un artiste devient iconique et accessible grâce au médium que représente la vaisselle, que représentent les arts de la table. Une seconde partie qui va plus s'attacher à décrire les collaborations entre certains artistes, certains designers en l'occurrence, et les chefs et les grandes maisons, car elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, en réalité, elles ont toujours existé. Il y a toujours eu des artistes dans les ateliers. Sauf que c'est vrai que depuis quelques années, en fait, on le met beaucoup plus en avant. Donc il y a tout un travail de communication et du coup, la visibilité devient beaucoup plus présente, que ce soit pour la maison qui va éditer l'objet ou pour l'artiste. Et d'autres enjeux viennent s'ajouter sur la table, des questions d'identité, des questions de marketing, de sponsoring parfois, de partenariat et de transmission de savoir-faire. Donc ces dernières décennies, les arts de la table ont aussi su se renouveler, se réinventer en s'ouvrant à d'autres disciplines. Et c'est ainsi que des artistes d'art contemporain ont été sollicités ou ont sollicité des maisons pour collaborer avec ces maisons très prestigieuses dans le cadre de collections originales et signées. Donc, j'ai fait une première diapositive parce que je suis lyonnaise, donc sur un exemple que je connais très bien, et qui est une collaboration assez historique et très complète. Je crois qu'il y a peu d'exemples similaires. Donc la collaboration entre Alain et Dominique Vavreau, qui sont designers, et la maison Paul Bocuse, et Paul Bocuse au départ, bien sûr. C'est une collaboration qui commence dans les années 80. Donc dès 1983, les Vavreau vont rencontrer Georges Duboeuf, à qui, en fait, et pour lequel ils vont créer une étiquette pour le Beaujolais nouveau. Et 2 ans plus tard, en 85, ils rencontrent Paul Bocuse. Et là, la demande est un petit peu tout autre, parce que Paul Bocuse va leur demander de créer la décoration de la première boutique à Tokyo. Donc voilà comment commence l'aventure. Et je disais que c'est une collaboration qui est très complète parce que vous voyez, les Vavreau créent pour le restaurant Paul Bocuse encore aujourd'hui les menus, donc tous les menus trimestriels, donc le design graphique, la charte, tout ce qui est identité graphique, les assiettes bien sûr, mais également les assiettes d'honneur pour les Bocuse d'or et la décoration. Donc par exemple, quand le restaurant a été entièrement refait en 2019, tout l'intérieur, le mobilier, les couleurs, le choix de la décoration a été confié à Vavreau. Donc Vavreau, par ailleurs, a bien sûr travaillé avec d'autres marques. Ils se sont occupés du packaging de Bernachon, ils ont fait des boîtes métalliques pour le nôtre, ils ont travaillé également avec Villeroy et Boch. Donc ce sont des designers qui parcourent le monde, mais il y a une amitié de presque 40 ans avec la maison Bocuse. Alors, une autre collaboration que je connais bien, une collaboration qui a été faite avec Philippe Starck, le Royal Monceau, donc qui a été rénové par Philippe Starck il y a 10 ans, lors de la fameuse Demolition Party, quand tout l'hôtel avait été détruit pour repartir d'une page blanche, et la maison Reynaud. Donc vous voyez, c'est un service à thé, à café et à chocolat. Et ce sont des tasses en fait sur lesquelles il y a un petit film miroir et un motif sur la soucoupe. Donc par un principe d'anamorphose, quand vous posez la tasse sur la soucoupe, vous avez le petit motif qui apparaît sur la tasse. Voilà, c'est très simple, mais il y a un côté magique qui plaît beaucoup. Et c'est la vaisselle qui est utilisée dans les restaurants du Royal Monceau, donc au Matsuisha et au Il Carpaccio. Autre exemple de collaboration qui est en cours en ce moment même, Pierre Hermé et l'artiste Philippe Baudeloc. Donc Philippe Baudeloc, c'est un artiste qui est né en 1974 et qui a une pratique de dessin à la craie dans l'espace public, à la main levée, et qui crée des univers souvent à base de constellations. Et donc il y a eu une très belle rencontre entre le pâtissier et cet artiste, et ensemble ils ont créé tout le packaging. Alors je me suis permis de l'insérer dans cet échange sur les arts de la table, parce qu'on est sur un packaging de boîtes en carton, de boîtes métalliques, mais qui du coup permettent une rencontre vraiment entre l'univers créatif du pâtissier et l'univers de l'artiste. Et même le motif de la galette des rois, là c'est d'actualité, reprend un motif de l'artiste Philippe Baudeloc.
Autre exemple de collaboration, on l'a évoqué tout à l'heure, également quand les collaborations entre les chefs, entre les artistes, entre les grandes maisons, permettent également aux artistes et aux maisons d'exprimer des enjeux de société, et notamment des enjeux environnementaux. Donc Alain Passard, par exemple, qui a... Alors là, on est en plus dans un cas très particulier, parce qu'Alain Passard, ce sont ses propres collages, le chef étant plus artiste. Et donc, il avait édité un livre il y a quelques années qui reprenait ses collages. Et donc, il a fait un partenariat avec la faïencerie Henriot, à Quimper. Et donc, vous avez ces assiettes qui reprennent des collages du chef, alors qui représentent souvent des motifs qui sont en rapport avec sa cuisine végétale. Vous avez le radis, la betterave, bien sûr. Et que vous pouvez acheter... chez Henriot à Quimper et à l'Arpège. Autre type de collaboration, on a évoqué aussi la belle maison Aviland, qui elle renouvelle très régulièrement ses collaborations avec des artistes, et notamment avec cet artiste grec, ce photographe, Kyriakos Kaziras, donc, qui est un photographe fait des très belles photos d'animaux, d'éléphants, d'ours polaires. Et donc là, une tasse qui a été créée avec sa soucoupe banquise qui fond, pour vous faire culpabiliser le matin au petit déjeuner que notre planète aille mal. Et un autre exemple de collaboration entre donc Julien Sebac, le chef de Tortuga, le rooftop des Galeries Lafayette, et la céramiste Suzy Lapierre d'Argy, qui avait créé sa marque, qui s'appelait Format, qui a également collaboré avec Revol d'ailleurs. Et donc Suzy Lapierre d'Argy, elle a eu une carte blanche de la part de Julien Sebac pour créer entièrement la vaisselle de Tortuga. Donc c'était plus de 500 pièces, et elle a utilisé une méthode qui lui est un peu secrète et qui lui permet de reprendre cette impression un peu de marbre, de quelque chose de très organique, de très minéral dans sa vaisselle. Une autre grande maison qui a l'habitude des belles collaborations avec des grands artistes, la maison Bernardo. Donc chez Bernardo, par exemple, je vous ai choisi les assiettes de Vic Muniz. Donc Vic Muniz, c'est un artiste brésilien qui travaille beaucoup aussi avec les déchets. Donc il va aller récupérer des petits fragments de sucre, des petits fragments de plastique, de pétrole. Et là, pour la série qu'il a faite chez Bernardo, il a voulu reprendre le motif de la boîte de pétri. Et en fait, il a utilisé des motifs de bactéries que vous pouvez notamment avoir quand vous avez une intoxication alimentaire. Donc évidemment, beaucoup de provocations, beaucoup d'humour, parce que ces choses-là, normalement, ne se retrouvent pas, enfin on ne le souhaite pas en tout cas, ne se retrouvent pas dans votre assiette. Et ça donne des assiettes avec des motifs très colorés. Si vous ne le savez pas, vous trouvez ça très joli, mais si vous poussez un petit peu les réflexions de l'artiste, évidemment, il y a un petit peu d'humour. Thierry Villot l'a évoqué précédemment, donc Jeff Koons, qui a fait une très belle série chez Bernardo aussi. Et je présente une autre série, c'est Ben Aliti. Alors Ben Aliti, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a une belle inspiration de vaisselle ancienne. On retrouve presque des thèmes un peu pastoraux, on retrouve un peu des scènes de genre. Et pourtant, quand on regarde un peu plus près, c'est Jeff Koons. Donc évidemment, il y a des petites choses qui méritent un petit peu plus d'attention. Et Jeff Koons était très heureux de cette collaboration avec la Maison Bernardo, parce que ça lui a vraiment permis d'exprimer son côté un peu kitsch, un peu clownesque. Et il a cité « J'ai toujours été intrigué par la porcelaine, par l'aspect aussi bien financier que sexuel de ce matériau. La porcelaine se rétracte dans le four. Ce matériau a donc une texture dense. La porcelaine était le matériau des empereurs, mais elle a été démocratisée et de nos jours, tout le monde peut en profiter. C'est pour ses qualités que j'ai utilisé ce matériau dans la série Ben Aliti. » C'est Jeff Koons, jusqu'au bout. Je me permets une parenthèse très très rapide parce que ça m'ennuyait de ne pas évoquer la maison Lalique, même si on sort un tout petit peu des arts de la table, quoique avec Thierry Rogers qui a créé les vases, les sirènes, où il reprend typiquement son motif un peu phare qui est celui de la femme, celui du désir, on reste un peu dans le sujet, mais c'est vrai que Lalique s'entoure de très belles collaborations avec des artistes internationaux comme Damien Hirst pour les crânes en cristal, ou Anish Kapoor, où là il y a carrément eu une commande spécifique de la part d'Anish Kapoor pour une FIAC, pour une foire internationale d'art contemporain.
Christophe, donc on en a parlé aussi tout à l'heure, donc Christophe sur le métal bien sûr, et alors Christophe qui va plus travailler avec des designers, donc par exemple à droite Ora Ito, donc Ora Ito il est né en 77, alors c'est un label, c'est une marque, c'est aussi le pseudonyme de ce jeune designer un peu provoque qui dès 19 ans a créé sa première marque virtuelle, et donc ça c'est une série qui s'appelle Recto Verso. Et en fait, cette série de couverts inverse les codes des arts de la table avec une opposition entre les pleins et les vides, entre les courbes et les lignes. Voilà. Alors, le visuel ne permet pas de s'en rendre compte, mais c'est vrai que c'est très épuré, c'est très minimaliste comme style. Autre grand nom du design, André Putman. Donc André Putman qui, elle, aura fait cette collaboration en 2000. Donc André Putman qui est décédé en 2013 avec Christophe. Et donc la série Vertigo qui comprenait des porte-menus, des seaux à champagne, des salières, beaucoup de choses et qui était reconnaissable par l'anneau. L'anneau était vraiment la signature de la série Vertigo. Donc on se rend compte encore une fois que ces collaborations vont dans les deux sens parce que finalement les maisons ont à y gagner en renommée, en gagnant aussi parfois en jeunesse, en branchitude, en s'associant avec des jeunes noms. Et les artistes surtout gagnent en savoir-faire parce qu'elles peuvent bénéficier de savoir-faire parfois pluriséculaires de ces maisons et travailler au sein d'ateliers, ce qui est quand même assez extraordinaire pour les artistes d'art contemporain de pouvoir diversifier leurs pratiques. C'est ce que j'ai voulu vous montrer dans la dernière partie. Donc des interventions artistiques, soit dans l'espace public, soit dans l'espace muséal. Par exemple avec les œuvres de Robert Terrien, qui est un artiste américain qui est né en 1947 et qui est décédé en 2019, et qui avait vraiment pour habitude de transformer les objets du quotidien en très très grandes œuvres monumentales. Donc par exemple la table avec les chaises pliantes, les casseroles empilées, et qui donnait une perception différente de l'espace. Je vous ai également mis une image de LVPH, qui est une agence d'architecture suisse, qui a créé cette table des géants au milieu d'une forêt. Donc là, on est sur une table, vous voyez, qui fait 10 mètres de long, 3 mètres de large, les chaises font 3,50 mètres de haut. Et qui, en fait, on se rend compte que toutes ces réalisations un peu hors normes, hors catégorie, mettent tout en avant une seule chose, c'est l'aspect convivialité. Toutes ces réalisations permettent de se rendre compte que la table est vraiment un endroit du partage. Et quand on change un peu les dimensions, du coup, on a du mal à se retrouver, on a du mal à être ensemble et à être bien autour de la table. Autre projet, donc avec 4 artistes très différents, mais je les ai volontairement choisis parce que chacun a une pratique dans un domaine au départ et ils se retrouvent dans des créations en lien avec les arts de la table. Une jeune artiste que j'avais exposée à Strasbourg, Mélodie Mélé-Tourneux, qui est une photographe et qui, suite à une résidence au Burkina Faso, s'est enrichie du savoir-faire des femmes du Burkina Faso qui créent des poteries, qui se transmettent de femme en femme et qui s'en est servie en fait pour imprimer ses photographies sur certaines poteries qu'elle a réalisées grâce à ce savoir-faire. Dans un autre registre, Joana Vasconcelos, qui est une artiste portugaise qui avait été invitée au château de Versailles en 2012 pour y installer des structures et des installations in situ, et qui avait créé par exemple cette théière en fer forgé, le pavillon de thé, qui invitait en fait les visiteurs à prendre le thé avec la reine. Dominique Blaise, les 100 couverts au château de Pau, donc dans la salle des 100 couverts du château de Pau, donc vraiment au pied de la lettre du nom de la salle, il a suspendu sans assiette dans l'espace pour changer complètement la perception. Vous savez, ces espaces, souvent dans les châteaux, toutes les pièces ne sont pas meublées à nouveau. Et donc, voilà, pour occuper l'espace, il a accroché les 100 couverts. Et Tony Cragg, Tony Cragg qui est un grand artiste anglais, qui est une œuvre que l'on peut voir régulièrement dans plusieurs musées ou centres d'art, donc qui est réalisée à partir de vaisselle sablée, pour donner ce côté un peu translucide, laiteux. Et donc c'est une œuvre qui impressionne toujours parce que du coup on a à la fois l'aspect fragilité, on a l'aspect esthétique évidemment, et tous ces éléments des arts de la table deviennent sculpturaux une fois mis ensemble. Pour terminer, 2 œuvres encore plus monumentales que les précédentes. Après, j'arrête, promis. Donc, les cuillères de Vincent Bride, que je connais bien pour les avoir commanditées avec la métropole de Lyon dans le cadre de l'exposition permanente de la Cité internationale de la gastronomie. Donc, Face Food, ou les usages du monde. Donc, 13 cuillères en verre, chacune mesurant 1,80 m,
reprenant dans la partie creuse de la cuillère un visage de profil, tel un camé. Et ces 13 cuillères, en fait, représentent les survivants de l'Hôtel-Dieu, parce qu'au XIXe siècle, il y avait une statistique qui disait qu'à l'Hôtel-Dieu de Lyon, sur 15 patients qui rentraient, 13 survivaient. Ce qui était très honorable, parce qu'à Paris, à l'Hôtel-Dieu à la même époque, c'est mon moment chauvin, le taux de survie n'était que de 2 sur 4. Donc voilà, les 13 cuillères représentent les 13 survivants et les visages à l'intérieur des cuillères, les femmes et les hommes qui ont travaillé et qui ont traversé les siècles à l'Hôtel-Dieu. Donc une œuvre d'envergure qui culmine sous le petit dôme de l'Hôtel-Dieu à 32 mètres de haut. Et je termine avec une œuvre qui est extrêmement accessible, mais qui fonctionne très bien et que tout le monde photographie si vous allez à Vevey. Donc la cuillère qui est en face de l'alimentarium, ce musée de l'alimentation au bord du lac de Jean-Pierre Zaug, qui avait été créé en 1995 pour les 10 ans de l'alimentarium. Et la ville de Vevey s'est vraiment battue pour qu'elle reste à Vevey, mais finalement elle est repartie et finalement ils ont réussi à la faire revenir. Et le Guinness des records l'a homologuée en 2014 comme étant la plus grande fourchette du monde. Donc pour conclure, vous l'avez vu, de nombreux artistes se sont intéressés et continuent de s'intéresser à l'univers des arts de la table. Ils sont fascinés par les techniques qui peuvent être déployées dans des maisons patrimoniales et cela leur permet d'ajouter de la valeur à leurs recherches et également à ce que souhaite l'amateur d'art, un produit manufacturé et qui est conçu en suivant un savoir-faire, ce qui va ajouter de la valeur en tant qu'œuvre d'art. Merci beaucoup pour ce panorama du XXe siècle, de l'art du manger. Mais j'ai l'impression que l'art du boire n'est pas tellement... Alors qu'on pense que l'imagination souvent fait appel à Bacchus, et on a l'impression que ça a un peu moins inspiré les artistes. Comme ça, j'essaie de me redéfiler les images, mais j'ai l'impression que justement l'art de la boisson est un peu moins peut-être travaillé par les artistes. C'est réel ou juste une impression ? Non, c'est vrai que ça rejoint peut-être la conversation précédente. Effectivement, le support assiette a quelque chose de facile par son accessibilité, par le fait que ça soit un plan à plat et qu'on ne soit pas sur de la 3D. Les arts du verre sont également plus complexes à mettre en œuvre. Donc non, essentiellement, il y a beaucoup plus d'assiettes et un petit peu de couverts, mais tout ce qui concerne les verres, les bouteilles, reste quand même beaucoup plus sporadique. Alors on a quelques exemples en design, de designers qui ont voulu travailler sur des objets, mais souvent, les quelques exemples que j'ai en tête donnent des objets qui ne sont pas forcément fonctionnels. Alors effectivement, je rajouterais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le verre, c'est un instrument très technique, et donc il laisse beaucoup moins de place à l'imagination de l'artiste. Je voulais compléter et insister sur ce que vous avez dit un petit peu rapidement, parce que vous avez dit que l'artiste apprend grâce aux grandes maisons. Moi, je voulais le dire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les grandes maisons, en travaillant avec des artistes, sont poussées à trouver des nouveaux process de fabrication, des nouvelles techniques, et donc les artistes font grandir les maisons, parce que pour réaliser tout ce que les artistes imaginent, il faut des nouveaux process en général. Non, pas forcément une question, mais un vague souvenir d'une exposition à Bordeaux, à la fondation Ménez, Bertrand Ménez, je crois, sur Baccarat. Et là, il y avait beaucoup de verres, de mémoire. Voilà, donc il faudrait retrouver peut-être le catalogue ou cette exposition. Je crois qu'il y avait des commandes d'artistes et notamment de mémoire des répliques en hommage ou en clin d'œil à d'anciens services de verre impériaux et autres. Voilà, c'était un des sujets. Peut-être comme on dit dans le jargon scientifique, dans votre corpus d'images, il y aurait à rajouter la question du cinéma et l'art pas tellement l'art de manger, parce qu'évidemment toute scène cinématographique est souvent des arts de manger, mais où l'art de la table prend
un pas décisif. Je pense évidemment à la grande bouffe, dans le côté négatif, mais dans le côté positif, un artiste comme un cinéaste comme Peter Greenaway, on avait fait ici une intervention sur l'art de la table chez Peter Greenaway, où vraiment il y a une espèce d'emphase baroque à la fois de l'art de la table, de l'art du manger. C'est aussi un des éléments sur un développement temporel de l'image qui est certainement à prendre en compte. Alors, c'est un exemple que nous avions développé à la Cité de la Gastronomie à Lyon, dans le parcours permanent, dans la partie qui traitait d'ailleurs du repas gastronomique des Français, pour mettre en avant les codes, les rituels, les valeurs inhérentes à cette appellation donnée par l'UNESCO. Et nous avions fait un petit montage avec plusieurs films qui révélaient des scènes souvent cocasses, hein, il faut le dire, de tout ce qui pouvait se passer autour d'une table. Et j'ai en tête notamment des scènes de La vie est un long fleuve tranquille, parce que là, forcément, hein, la lutte des classes permet de montrer aussi des différences de pratiques, ou encore Charlie Chaplin qui fait une danse de petits pains, hein, c'est extrêmement touchant. Et dans ce cadre-là, toujours en pensant à Peter Greenaway, je crois que c'est à la Venaria Reale de Turin, où ils ont demandé à l'artiste de travailler sur les cuisines. Et donc il y a tout un travail vidéo sur la remémoration, qu'est-ce qu'une cuisine dans un château ancien. Donc ça fait partie aussi de ces pratiques artistiques où l'image animée peut intégrer le processus gastronomique. Surtout qu'on a de plus en plus de chefs et d'émissions télévisées qui passent à la télé très régulièrement. Donc oui, le public est habitué aussi à découvrir un peu l'envers du décor. Oui. Bien, merci beaucoup. C'est un panorama quasi complet, très agréable à suivre. Pour ce qui est des verres, je ne doute pas que la nouvelle fonction de Solène nous permettra de mieux explorer effectivement les liens entre les artistes et les verres, notamment les verres de vin, et notamment les verres de vin de Bourgogne. Très bonne, merci beaucoup, merci, à bientôt.